Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Un journal qui commence par une nouvelle terrifiante qui tombe à l'instant. Il s'agit de la mort de Edson Arantes do Nascimento dit Pelé qui vient donc de décéder. Voici du reste les autres titres de l'actualité que nous allons développer ce soir. Au Mali, 46 des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier étaient devant la cour d'appel de Bamako ce jeudi. Soupçonnés d'être des mercenaires, ils avaient été inculpés de tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Nous en parlons dans ce journal. La nouvelle loi de finances promulguée au Cameroun ne fait pas les affaires de tout le monde. Opposition et société civile dénoncent notamment une consécration de la vie chère en 2023. Nous le verrons avec Emmanuel Juntap, notre correspondant à Yaoundé. 2022 aura été une année sombre pour les journalistes. À travers le monde, pas moins de 500 d'entre eux ont été emprisonnés et les moins chanceux, plus d'une cinquantaine, ont été tués. Coup d'œil rétrospectif sur la situation du quatrième pouvoir. Le monde du football est donc endeuillé. Le roi Pelé n'est plus la star magique du football brésilien qui est sorti de la pauvreté pieds nus pour devenir l'un des athlètes les plus grands et les plus connus de l'histoire moderne. Est décédé à l'âge de 82 ans, a déclaré sa fille sur Instagram ce jeudi 29 décembre. Il avait été hospitalisé et sorti de l'hôpital ces derniers mois après la découverte d'une tumeur au côlon. Pelé, dont le prénom était Edson Arantes do Nascimento, a marqué un record du monde de 1281 buts et est le seul joueur à avoir remporté la Coupe du Monde à 3 reprises. Né le 23 octobre 1940 dans une petite ville de Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento a appris le jeu de son père, un joueur semi-professionnel dont la carrière prometteuse a été déraillée par une blessure au genou. Il a rejoint Santos à l'âge de 15 ans et a fait du petit club côtier l'un des noms les plus célèbres du football. Son talent a été rapidement reconnu par l'équipe nationale et il a été choisi pour l'équipe du Brésil en vue de la Coupe du Monde de 1958 en Suède. Pelé a ensuite réussi un triplet dans la moitié de la demi-finale contre la France et 2 autres buts en finale contre l'équipe suédoise, hôte aidant le Brésil à remporter son tout premier championnat. Des blessures l'ont empêché donc de participer à tous les matchs sauf 2 de la Coupe 1962 remportée par le Brésil. Lors du tournoi de 1970 au Mexique, Pelé, âgé de 29 ans, a remporté le titre pour la 3e fois avec une équipe brésilienne qui comprenait d'autres stars telles que Carlos Alberto, Torres et Tostão et est considéré par beaucoup comme la plus grande équipe déjà. Pelé laisse dans le deuil 6 enfants connus, un 7e qu'il n'a pas reconnu comme le sien pendant des années, est décédé d'un cancer en 2006. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre actualité, celle du procès des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet, ouvert donc jeudi à la cour d'appel de Bamako, a été suspendu jusqu'à vendredi. Ce procès intervient avant l'ultimatum fixé au 1er janvier 2023 par les chefs d'État ouest-africains à la junte malienne pour libérer les 46 militaires. Et une semaine après que le ministre ivoirien de la Défense a assuré que l'affaire était en voie de résolution après une visite officielle à Bamako. Avec notre correspondant Mohamed Danyoko, on revient sur la première journée de ce procès.
De 8h à 16h passées de 50 minutes, c'est le temps qu'aura duré l'audience des 46 militaires ivoiriens ici à la cour d'appel de Bamako. À la fin de l'audience, les avocats qui sont sortis n'ont pas voulu s'adresser aux journalistes. Aucun d'eux n'a accordé d'interview. Mais ce qu'on a pu retenir comme information, c'est que l'audience va reprendre demain vendredi à partir de 9h. Il faut noter que c'est ce matin aux environs de 8h45 que les 46 militaires ivoiriens sont arrivés ici à la cour d'appel de Bamako, suivis et précédés de pick-up des forces armées, lourdement armées. Sur place, les journalistes et nombreux curieux qui attendaient ont été priés d'attendre à l'extérieur. Ce fut le début d'une longue attente au cours de laquelle aucune information ne va filtrer sur ce qui se passait dans l'enceinte de la cour d'appel. Aujourd'hui, Maliens et Ivoiriens qui sont venus suivre ce procès à partir de l'extérieur souhaitent une chose, c'est que ces militaires puissent être libérés afin de rétablir les relations entre les deux pays. C'est un malaise. Le malaise est souvent plus grave que la maladie. Bon, l'enjeu quand même, c'était pour trouver une porte de sortie pour l'ensemble des deux États. Donc il y a un État qui était affranchi. Les autorités ivoiriennes qui étaient à Abidjan la semaine dernière pour venir voir les autorités maliennes et ils ont échangé. Et on a appris que le procès doit se passer aujourd'hui. Donc on a profité de l'occasion pour être solidaire avec les Maliens. Mon souhait pour que ce problème finisse, une fois pour des bons, pour que les deux peuples continuent leur marche ensemble de manière naturelle. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Et quand le président s'exprime, il parle de ces mots à chaque fois. Nous sommes des pays frères. Alors je crois que ce procès peut changer beaucoup de choses. Et je crois que le Mali et la Côte d'Ivoire vont se donner la main pour continuer donc à travailler ensemble. Ainsi donc, l'audience va reprendre demain vendredi 30 décembre à partir de 9h et l'information massivement relayée sur les réseaux sociaux et par des organes disant que les 46 militaires ont été condamnés avec ceux-ci et même libérés, c'est avéré fausse. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Affaire à suivre donc. Pendant ce temps en Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan a condamné hier à la prison à perpétuité 11 accusés, dont 7 par contumace pour l'attentat djihadiste de la station balnéaire de Grand Bassam qui avait fait 19 morts en mars 2016. La cour a reconnu les accusés, tous maliens, coupables et les condamne à l'emprisonnement à vie, a déclaré le juge Charles Bini. Il y a une semaine, le procureur Richard Adou avait requis la prison à perpétuité. 14 autres accusés sont en fuite ou détenus au Mali. 7 ont été condamnés à perpétuité par contumace, 7 autres acquittés. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre Kunta Dalla, présenté comme le cerveau opérationnel de l'attaque, suivant Eric Saki, avocat de la défense. Mais je suis triste pour ces 4 personnes qui, pour moi, auraient dû bénéficier également de la décision d'acquittement. Mais le chemin est encore long. Aujourd'hui, le tribunal a rendu sa décision. Demain, on avisera, comme j'ai dit, devant le tribunal. Et après avoir rendu compte au bâtonnier de l'ordre des avocats, la décision sera prise relativement à la suite à donner. Le recours immédiat, c'est l'appel. D'accord? Les tests ont prévu l'appel pour la décision rendue par le tribunal criminel. Justice également au Burkina Faso, où le parquet militaire a dénoncé une tentative de déstabilisation des institutions de l'État impliquant un haut gradé déjà incarcéré, récemment libéré, puis de nouveau arrêté. Selon la justice militaire, les premiers éléments d'une enquête ouverte après dénonciation révèlent que des militaires en collusion avec des civils étaient en train de préparer une déstabilisation des institutions de l'État. Le procureur militaire souligne que ce groupe serait en contact avec l'unité dite Mamba Vert du lieutenant-colonel Emmanuel Zundrana et projetait de lancer des attaques simultanées sur plusieurs cibles, dont la radio-télévision nationale et la résidence du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Cap sur le Cameroun pour parler économie et finances publiques.
La nouvelle loi de finances a été promulguée mardi par le président de la République, Paul Biya, en dépit des réserves de l'opposition et de la société civile qui dénoncent une consécration de la vie chère en 2023. Regardons cet élément de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap. Pour cet économiste et cadre du Social Democratic Front, un parti de l'opposition, le gouvernement camerounais n'entend pas remplir le panier de la ménagère au regard de la nouvelle loi de finances. Toute la logique était de produire un peu plus localement pour remplir le panier de la ménagère, c'est-à-dire créer de la richesse et donc augmenter le pouvoir d'achat au Cameroun. Les choses vont continuer à aller de mal en pire et que finalement les Camerounais risquent d'émettre des cris de détresse, des cris de famine qui peuvent engendrer d'autres choses comme des crises sociales. L'économiste critique aussi l'option gouvernementale d'accroître une nouvelle fois la charge fiscale sur un petit nombre de contribuables. Moins de 10% de Camerounais de contribuables payent pour le reste. C'est ça l'injustice. Actuellement, l'assiette fiscale du Cameroun tourne autour de 30 000 contribuables. Le potentiel, c'est 98 000. Si les 98 000 payent 20 francs au lieu de payer 57 francs, on augmenterait l'assiette fiscale de façon substantielle. À l'Assemblée nationale, certaines dispositions qui divisent dans la loi des finances ont fait l'objet de vifs débats. Par exemple, le prix du timbre fiscal qui passe de 1 000 à 1 500 francs CFA dès le 1er janvier 2023. La conjoncture internationale, vous la connaissez. Le Covid qui a érodé nos capacités budgétaires, la guerre russo-ukrainienne qui crée les problèmes que nous connaissons. Moi, je me serais attendu que vous félicitiez le gouvernement pour ce qu'il fait, pour essayer autant que faire se peut de préserver le pouvoir d'achat des Camerounais. Le gouvernement se défend également d'avoir évité aux consommateurs de payer jusqu'ici le juste prix de certains produits pétroliers grâce à une politique de subvention qui ne saurait perdurer. Le déficit budgétaire actuel du Cameroun est inférieur à 1%. Mais les consommateurs s'attendent à des mesures plus concrètes face à une inflation galopante. Il faudrait que le gouvernement essaie de relever le niveau de vie, ne serait-ce qu'en essayant de revoir le SMIC à la hausse. Que le ministre, monsieur le ministre du Commerce, qui fait déjà un peu, qu'il continue de travailler à ce que cette inflation généralisée qui est en train de contraindre les populations à une mauvaise vie puisse véritablement être maîtrisée. La loi de finances 2023 du Cameroun a été adoptée à plus de 6 300 milliards de francs CFA, soit environ 10 milliards de dollars. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé. Il fait son retour dans l'arène du pouvoir en Israël ce jeudi. Lui, c'est Benjamin Netanyahou qui va diriger le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Un gouvernement qui suscite déjà des inquiétudes. Vainqueur des législatives du 1er novembre, Netanyahou a présenté dans la matinée son équipe aux députés. Il a annoncé la nomination de l'ex-ministre du Renseignement, Eli Cohen, à la tête des Affaires étrangères. Hier, il avait indiqué que le poste de ministre de la Défense reviendrait à Yoav Kalan, un ancien haut gradé jugé proche du mouvement pro-colonisation en Cisjordanie occupée. La mission du gouvernement sera, entre autres, de contrecarrer les efforts de l'Iran pour se doter d'un arsenal nucléaire, a déclaré Netanyahou au Parlement. Et puis, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a annoncé que le groupe mercenaire russe Wagner étendait son influence recrutant des condamnés et recevant des armes de la Corée du Nord. C'est un reportage de Gary Nianiski. Le récit est de Rosine Mounezero. Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, le groupe mercenaire russe Wagner, tout comme l'armée russe, connaît des pénuries de personnel et recrute des condamnés. John Kirby affirme que le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, s'est personnellement rendu dans les prisons russes pour recruter des condamnés afin de combattre sur le front.
Il semble que M. Prigojine soit prêt à jeter simplement des corps russes dans le hachoir à viande à Bakhmout. En fait, environ 1 millier de combattants Wagner ont été tués dans les combats de ces dernières semaines et nous pensons que 90% de ces 1000 combattants étaient en fait des condamnés. Olga Romanova est la fondatrice du groupe de défense des droits civiques Russia Behind Bars, la Russie derrière les barreaux. Ils ne sont pas intéressés par l'idéologie, ils étaient intéressés par la liberté. Ils voulaient être libres d'agir comme ils le faisaient tout en faisant partie d'un gang, être libérés du cadre de la prison, de la discipline, etc. Selon Kirby, l'influence du groupe Wagner ne cesse de croître. Prigojine a critiqué publiquement à de multiples reprises les généraux de l'armée russe pour leur stratégie de gestion de l'information. Des analystes comme Ivan Iland du Centre Paix et Liberté pensent que le ministère de la Défense russe a répondu négativement à la campagne de recrutement du groupe Wagner. Le groupe Wagner est en fait en concurrence avec des unités militaires de l'armée russe et ces soldats sont recrutés dans les prisons. Vous pensez que les prisonniers sont rudes et ce genre de choses, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont une bonne formation militaire. Cela montre à quel point l'armée russe est faible. Le brigadier général retraité de l'armée américaine Peter Zwark est d'accord. Quand vous avez des forces de rechange à vos forces principales parce qu'elles ne peuvent pas le faire, c'est une image négative pour l'armée russe. Pour de nombreux condamnés, rejoindre le groupe Wagner est une façon de sortir de prison. Selon Mme Romanova, ils ne sont pas motivés pour se battre, mais considèrent plutôt la conscription comme un ticket pour la liberté. Pourtant, après s'être engagés, beaucoup tentent de s'échapper ou de changer de camp et de rejoindre les forces armées ukrainiennes, ce que le groupe Wagner ne voit pas d'un bon œil. Par exemple, à la mi-novembre, une fuite montre des mercenaires du groupe Wagner utilisant une masse pour exécuter un membre ayant fait défection en Ukraine. Beaucoup ont accepté de rejoindre le groupe Wagner dans l'espoir de s'enfuir immédiatement. C'est pourquoi des tonnes d'entre eux se rendent, font défection. C'est pourquoi il y a des exécutions extrajudiciaires. Et c'est là que Prigojine a fait une énorme erreur. Il pensait que ces exécutions impressionneraient les condamnés et qu'ils s'arrêteraient de s'enfuir. Mais ils ont tout simplement cessé de rejoindre le groupe Wagner. Les renseignements américains suggèrent que le groupe Wagner obtient également certaines de ses armes de la Corée du Nord, dit Kirby. Selon les données du Pentagone, la première livraison de la Corée du Nord a eu lieu en novembre, ce qui, ajoute Kirby, constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et on en vient à notre rétrospective 2022. L'assouplissement des restrictions imposées pendant la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation du nombre de journalistes en mission cette année. Cela, combiné à une multiplication des conflits meurtriers, a donné lieu à un pic de meurtres et d'emprisonnement de journalistes. Laurel Bowman dresse un bilan sur l'état de la liberté de la presse en 2022. Dili Diko raconte. Violence au Mexique, guerre en Ukraine, loi répressive et répression à l'encontre des médias, l'année 2022 a été difficile. Avec des journalistes emprisonnés en Iran pour avoir couvert les manifestations ou tués en Cisjordanie pour avoir couvert des affrontements, les arrestations et les violences meurtrières n'ont jamais été aussi nombreuses. Les organismes de surveillance des médias affirment que la liberté de la presse a reculé en 2022. Malheureusement, nous avons observé la plus forte augmentation du nombre de journalistes détenus, pris en otage et tués dans le monde. Selon Reporters sans frontières, 533 journalistes ont été détenus cette année et 57 ont été tués. La Chine, le Myanmar, l'Iran sont les principaux pays qui emprisonnent les journalistes, tandis que le Mexique, l'Ukraine et Haïti ont été des pays particulièrement meurtriers à couvrir en 2022. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a laissé d'énormes traces. Moscou a imposé des lois répressives visant à étouffer des reportages et des organes de presse emblématiques ont été contraints de fermer. En Ukraine, les journalistes travaillent pour assurer la sécurité du personnel et informer le public.
Il n'est jamais facile de couvrir une guerre, quelle qu'elle soit, mais surtout lorsqu'il s'agit d'une guerre qui se déroule dans votre pays et que vous n'êtes pas simplement un journaliste qui arrive sur les lieux et rentre ensuite chez lui en sécurité. Il n'y a pas de sécurité pour vous, il n'y a pas de sécurité pour votre famille. Mais les zones de guerre ne sont pas le seul danger pour les médias. Au Mexique, la violence et les assassinats ciblés de journalistes ont fait de cette année la plus meurtrière du pays. Les défenseurs des médias de ce pays affirment que les répercussions sont importantes. Ce qui nous inquiète le plus, c'est la violence meurtrière. Parce que lorsqu'un journaliste est tué, il se passe quelque chose qu'on appelle un double meurtre. Le meurtre de la personne et le fait de faire taire des informations et des enquêtes qui ne vont pas être racontées. Cela a un effet très fort, créant de la peur et de la censure. La Chine reste l'un des principaux pays censurant les médias et son influence se fait sentir à Hong Kong. Les analystes pensent que le procès très médiatisé du fondateur d'Apple Daily, Jimmy Lai, est utilisé pour envoyer un message. Et donc, ces affaires de sécurité nationale mettent tout le monde au courant du fait que si cela peut arriver à quelqu'un d'aussi connu et riche que Jimmy Lai, cela peut arriver à n'importe qui. Ailleurs, des gouvernements répressifs comme celui de l'Afghanistan cherchent à bloquer l'accès à des informations crédibles. Les talibans ont interdit les émissions radio de la VOA, mais les journalistes affirment qu'ils ne lâcheront rien. Ils nous font confiance et ils veulent nous entendre. Et quoi qu'il arrive, ils nous trouveront. Et c'est justement grâce aux journalistes de la VOA que vous suivez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite après la pause, nous irons au Niger où la situation de la santé reste préoccupante avec un taux élevé de mortalité. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. La situation sanitaire au Niger est préoccupante. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les taux élevés de morbidité et de mortalité, notamment maternelle, 509 pour 100 000 naissances, doublés d'une pénurie de ressources humaines et d'une forte disparité entre zones rurales et urbaines, rendent amer le constat et nombreux les besoins. Plus de détails avec Blanche Sano. La route du village Sulufeta est située sur papier à 7 km tout au plus du centre de santé du Ferrouane, le plus proche de la région d'Agadez, au nord du Niger. Mais les distances sont longues dans cette région avec un relief montagneux et désertique. Lorsqu'il pleut durant une courte période de l'année, la route de Sulufeta est souvent coupée. Au volant de son ambulance 4x4, le chauffeur Azori Laou raconte de longues journées avec d'innombrables obstacles à franchir. Il y a un sérieux problème de route, un manque de route. C'est ce qui nous affecte. Tous les 10 jours, tu es obligé de chercher de nouveaux pneus à cause des pierres et de la conduite. C'est l'un de nos plus gros problèmes. La liste des besoins du centre de santé dans le village de Sulufeta est longue. Le bâtiment de béton de 2 pièces reliées entre elles comprend une salle de consultation et une de stockage. Les deux sont quasiment vides. Une clôture de barbelés empêche les chèvres et chameaux de s'inviter à l'intérieur. L'infirmière Chimaden Tafa consulte ses patients avec les moyens du bord et sans électricité. On a besoin de matériel de travail médical ici, par exemple des boîtes de pansement, une balance pour adultes, ce serait l'essentiel. Quand nous recevons les malades, on n'a absolument rien. Tu ne sais pas quoi faire avec eux. On ne peut rien faire pour eux.
Tu les regardes et tu les observes seulement. On n'a pas de moyens de les transporter, on n'a pas de matériel. Qu'est-ce que tu peux faire? Un comité de gestion du centre de santé a proposé aux habitants de donner 1 000 francs par mois, soit 1,5 € pour acheter des médicaments. Quand tu payes 1 000 francs, on te donne le médicament quand tu en as besoin. Avec le regroupement de cette somme, on collecte l'argent et on fait des achats de médicaments, même si c'est insuffisant parce que les gens sont pauvres et n'ont pas tous les moyens de contribuer. Mais ils font de leur mieux. Le médecin-chef Ada Daouda, un des 2 docteurs de la zone, tente de limiter les dégâts en expliquant aux malades les précautions et conditions à observer avant qu'ils ne prennent la route. Un malade qui a des fonctions vitales en danger et qu'il faut attendre 5 heures de temps ou bien 9 heures, 10 heures de temps pour le soigner, vous voyez ce que ça fait. Vous voyez ce que ça fait. En tout cas, il y a ces retards-là. C'est vrai, à notre niveau, on met le malade en condition avant de l'envoyer. Mais quand même, attendre 5 heures de temps, 9 heures, 10 heures sans soin, vous voyez ce que ça pourrait faire comme, en tout cas, dégâts. Un double système de mutuelle au niveau du district et une cotisation locale a été mis en place pour colmater les nombreuses brèches financières. Les 2 mutuelles permettent ainsi l'usage de l'ambulance pour 2 000 francs, soit 3 € de cotisation annuelle. De la santé, passons à l'environnement pour parler de ces centaines de jeunes éleveurs Maasai du Kenya qui se sont rencontrés récemment dans une réserve faunique pour participer aux Jeux olympiques Maasai, une cérémonie initiée par les défenseurs de l'environnement comme un rite de passage alternatif pour les jeunes hommes de la communauté. Davantage avec Ginny Niwa. Tous les 2 ans, de jeunes morans ou guerriers s'affrontent lors de Jeux olympiques Maasai dans le sanctuaire de Kimana sur les bordures du mont Kilimandjaro. Les Jeux qui incluent le lancer de javelot, l'athlétisme et le saut en hauteur sont devenus le rite de passage alternatif au traditionnel combat et à la mise à mort d'un lion pour prouver son courage et sa virilité. Voici notre stock. Il n'y a rien. Nous ne savons pas comment nous approvisionner. Comme vous le voyez, il est vide. Nous n'avons plus d'aiguilles. Demain, s'ils viennent, nous ne savons pas comment nous approvisionner. Les leaders culturels des Maasai se sont associés à la Big Life Foundation pour freiner la pratique de la tuerie et protéger la population de lions dans la région. Combiner la compensation et le fait que les Maasai olympiques améliorent les avantages communautaires et l'emploi grâce au programme de garde communautaire a un impact énorme sur la population des lions et c'est l'une des rares régions d'Afrique en dehors des rares protégées où la population de lions est stable ou en croissance. Le programme espère découvrir et former de futurs talents à une carrière professionnelle. Cette année, nous avons un partenariat renforcé avec Athletic Kenya qui est ici aujourd'hui et lentement, au cours des prochaines années, nous espérons l'intégrer dans le programme sportif du Kenya et l'utiliser comme une voie pour les athlètes talentueux qui n'ont généralement pas l'occasion de recevoir une opportunité de formation et, espérons-le, peut-être une carrière professionnelle. Le Kenya Wildlife Service affirme qu'il y a environ 2 millions dans ce pays d'Afrique de l'Est et que la plus grande menace pour eux et les autres carnivores est la coexistence avec les humains. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les
les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous.